Bienvenue à tous sur Média TV. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Croissance verte. Nous abordons la question de l'exploitation illégale du sable marin aujourd'hui. À l'instar de nombreux pays dans le monde, les États africains ont fini par légiférer pour protéger les littoraux, mais cela n'a pas pour autant mis fin à l'extraction illégale ni à la détérioration des écosystèmes. Au Sénégal, par exemple, l'extraction dans la carrière publique de sable marin est interdite depuis 2009. Cependant, des années d'exploitation qui se poursuivent encore de façon illégale aux grandes dames des populations ont tout simplement fragilisé les plages qui souffrent aujourd'hui de l'érosion côtière. L'extraction du sable, souvent illégale, constitue aujourd'hui une nouvelle menace pour les littoraux et leur écosystème. Cependant, les autorités locales soutiennent que l'extraction du sable marin a drastiquement baissé, pour ne pas dire qu'il a été tout simplement maîtrisé dans certains quartiers périphériques de la capitale sénégalaise. Des brigades également de surveillance sont mobilisées pour essayer de contrecarrer ce phénomène. Une mission en tout cas très ardue si l'on sait que les carrières, les charretiers bien sûr et les camionneurs attendent le plus souvent tard dans la soirée pour commettre leur forfait. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Mamadou Yahyaba. Il est le président de la commission environnement, assainissement et cadre de vie de la mairie de Guédiawaye. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour madame, je vous salue et je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau et je salue les téléspectateurs de votre télévision. Voilà, mais avant de venir dans le vif du sujet, permettez-moi de vous proposer ce reportage de Jean-Paul Nour et Sanoussi Hassané pour ensuite revenir sur le plateau. À Dakar et sa banlieue, les maisons poussent comme des champignons. Des constructions tous azimuts effectuées pour la plupart avec du sable marin. Pourtant, l'extraction du sable marin est officiellement interdite depuis 2009 par l'État du Sénégal sur toute sa surface atlantique, 750 km de côte. Guédiawaye et Malika, dans la banlieue dakaroise, font partie des localités les plus affectées. De quoi faire peur. Pour mieux cerner le phénomène, un rappel historique est nécessaire. Malika abrite la plus grande carrière de sable marin au niveau de Dakar. Parce que depuis les années 70, le gouvernement avait ouvert une carrière. Et plus de 2000 camions, ils sortaient tous les jours pour essayer de contribuer à bâtir Dakar et les environs. Donc ce n'est qu'en 2009, après que les populations sont révoltées, que l'ancien ministre de l'Environnement, Djiboka, a pris un arrêté pour interdire toute station de sable marin au niveau de Malika. Voilà. Et ça nous a causé beaucoup de désagréments. Mais depuis lors également, le phénomène a cessé au plan institutionnel, mais il y a eu jusqu'à présent des charretiers qui s'adonnent à cette activité qui est assez lucrative pour eux. Selon les autorités de la mairie de Malika, l'extraction frauduleuse du sable marin a connu une forte baisse grâce à une collaboration avec la brigade des eaux et forêts. Ces derniers traquent les extracteurs illégaux de jour comme de nuit jusque dans leur dernier retranchement. On a eu une police depuis quelques années qui également appuie la commune et les agents municipaux dans le cadre de ces activités. Donc à chaque fois qu'on prend quelqu'un, le commissaire, elle ne badine pas. Elle dit que quand j'attrape quelqu'un, moi je la défère, hein, on n'y peut rien. Donc du coup, ce phénomène est en train de diminuer, même si elle est toujours là. On a une zone de lotissement qu'on a fait, ça fait 2 ans. On a mis le gros moyen pour tout terrasser et aménager. Mais puisqu'il n'y a pas encore d'habitation et c'est du sable marin, la nuit, chaque fois que tu viens, tu trouves des grands trous qu'ils creusent la nuit pour prendre le sable marin. Parce que c'est un sable qui est très convoité et que les maçons préfèrent au lieu du sable de dune qui viennent des Niayes. Et ça paye beaucoup. Exemple, un charretier, il peut gagner jusqu'à 100 000 francs par nuit.
Omar Diagne habite Malika Plage, à près de 50 mètres du rivage depuis plus de 10 ans. Élève en classe de terminale S2, il est témoin des bouleversements de sa commune. Les stigmates de l'extraction sont visibles. J'habite ici depuis 2009. À l'époque, il n'y avait pas encore cet autopoint. Il y avait beaucoup d'arbres et de cabanes. Quand je venais m'entraîner à 6 h du matin, je voyais beaucoup de trous. C'est sûr que ce n'était pas de coups de pelle de charretiers et des camionneurs parce que les chevaux et les pneus laissent des traces. Il y avait une carrière un peu plus loin où les camionneurs se rendaient pour extraire le sable. En 2012 et 2017, avec la construction de l'autopoint, l'entreprise qui était maîtresse d'œuvre avait mobilisé des agents de sécurité pour surveiller le matériel. Ils surveillaient en même temps ce qui s'est passé sur le rivage. Quand le commissariat a été construit, avec les rentes des agents, l'extraction du sable a davantage baissé. Là où je suis là, c'était d'imposantes montagnes avant. Il était même difficile de bien voir la mer. Mais à force de prendre du sable, vous voyez bien ce que ça donnait maintenant. Récemment, les agents des eaux et forêts ont semé des plantes pour sensibiliser les populations sur les risques liés à l'extraction du sable marin. Mais en ce temps-là, Étudiant slameur, Abdou, venu chercher l'inspiration en bordure de mer, est foncièrement contre l'exploitation du sable marin. Il a une fois assisté à des scènes d'extraction de sable marin de la plage de Malika. J'ai une fois assisté à cela. Et il y a plusieurs charretiers qui viennent ici tout simplement pour prendre le sable, n'est-ce pas? Prendre du sable. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'amélioration de la vie des habitants de Malika et tout ça. Ça favorise l'avancée de la mer. Et ça favorise non seulement l'avancée de la mer, mais aussi une destruction totale de ce lieu. Une destruction totale de ce lieu. Cette carrière qui fait face à la décharge de Mbebes, située dans la commune de Malika, est réputée être un endroit où camionneurs et charretiers viennent s'approvisionner en sable. L'heure est à la sensibilisation. Tout le monde sait que c'est dangereux de prendre le sable marin parce que ça favorise l'avancée de la mer. Les gens doivent en être conscients. Quand nous menons nos actions de sensibilisation, nous leur expliquons que ce phénomène ne profite à personne. Même les charretiers et camionneurs qu'ils font, l'avancée de la mer ne les arrange pas. Nous le leur rappelons chaque jour. Les camions n'ont plus accès à la mer. Ce sont les charretiers qui prennent le sable et ils le font la nuit. La mairie est en train de lutter farouchement contre cette activité et nous dénonçons systématiquement ceux qui s'y adonnent. Avec la construction de l'autopont, la plage de Malika est devenue inaccessible aux camionneurs. Du coup, les charretiers sont indexés. Abdoulaye Touré est charretier depuis plus de 10 ans. Il s'adonnait à l'extraction du sable marin, mais depuis qu'on l'a arrêté et fait payer une amende de 75 000 francs CFA, environ 114 €, il a trouvé d'autres sources de revenus. Il y a quelques années, certains de mes clients me demandaient de leur amener du sable marin. Par la suite, j'ai arrêté quand j'ai su que c'était illégal. Je le faisais beaucoup à l'époque, mais quand les forces de l'ordre ont commencé à nous arrêter, je me suis détourné de cette activité. Je vendais la charrette de sable à 2000 ou à 2500 francs CFA, soit environ 4 €. Je ne sais plus exactement combien de voyages je faisais par jour, tout dépendait de la commande du client. Je me souviens qu'un jour, on m'avait arrêté et fait payer une amende de 75 000 francs CFA, soit environ 114 €. Maintenant, je demande à mes collègues charretiers de ne plus toucher au sable marin parce que ça détruit l'environnement. Et quand on t'attrape, tu vas payer une somme que tu n'as pas gagnée avec l'activité. Donc l'extraction du sable marin est vraiment à éviter. Après Malika,
Cap sur Guédiawaye. Juste après la passerelle de la commune de Golfe, nous apercevons des charretiers prendre du sable. Nous montons sur une terrasse pour avoir une meilleure vue. À l'image de ce charretier, beaucoup de personnes passent entre les mailles du filet. Durant près d'un mois, nous avons adressé des correspondances au ministère de l'Environnement pour accompagner la brigade des eaux et forêts à une de leurs opérations de surveillance du littoral sur l'axe Malika-Guédiawaye. Des courriers qui sont restés sans effet. Après l'eau et l'air, le sable est la troisième ressource la plus utilisée dans notre quotidien, 50 milliards de tonnes consommées chaque année dans le monde. Les conséquences de l'exploitation du sable marin au Sénégal sont visibles sur pratiquement tout le littoral avec l'avancée fulgurante de la mer. Qu'adviendra-t-il les années à venir si l'on sait que la population sénégalaise va tripler d'ici 30 ans et que les besoins en sable vont continuer d'exploser? Voilà, retour sur ce plateau après ce reportage avec notre invité. Je vous le rappelle, il s'agit de M. Mamadou Yahya Ba, président de la commission environnement, assainissement et cadre de vie à la mairie de Guédiawaye. Monsieur Ba, vous l'avez suivi dans ce reportage, ce phénomène de l'extraction du sable marin, en tout cas qui a atteint l'intérieur du pays, mais également votre zone, notamment Guédiawaye et Malika. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux exactement sur cette zone? Alors, merci de m'avoir quand même interpellé sur cette question qui est d'importance quand même capitale. Alors, et c'est un fléau quand même qui a eu dans le passé à créer beaucoup de problèmes. Mais comme vous l'avez dit tantôt, l'État est en train de tout faire pour endiguer quand même ce fléau. Et que récemment également sur cette littoral, il y a eu des actions qui ont été menées par les collectivités, aussi bien qu'au niveau de la ville de Guédiawaye qu'au niveau de la commune de Wakhinane Nimzatt, parce qu'il faut le savoir, je suis le président de cette commission, aussi bien qu'au niveau de la ville qu'au niveau de la commune de Wakhinane Nimzatt, où quand même on a pratiquement plus de 4 km de littoral. Alors, pour vous dire que la gravité était telle que, mais avec quand même cette VDN quand même qui passe maintenant, je peux dire, entre les filaos qui étaient là-bas et la mer, la plupart de ces actions-là maintenant sont menées avant cette VDN-là. Donc ce qui fait qu'après, entre la VDN et la mer, le sable n'est plus possible qu'on l'extrait, mais c'est de l'autre côté. Alors que... Donc est-ce que ça veut dire le phénomène a baissé ou a graduellement été maîtrisé comme le disent les autorités? Oui, ça a baissé, surtout avec l'aide quand même des agents des eaux et forêts quand même qui font un travail extraordinaire à ce niveau. Alors, et que nous également, en tant qu'élus locaux, on est en train de on a mis en place, par exemple, je te donne l'exemple au niveau de la commune de Wakhinane Nimzatt, une brigade qui se charge de ça, en collaboration avec la police bien sûr, de dissuader quand même ceux-là qui sont toujours tentés, comme vous l'avez dit, des fois nuitamment, des fois à des heures de repos pour vraiment commettre leur forfait. Alors, je crois qu'il y a cet aspect quand même qui est là, mais également il y a un autre aspect qui est également très important, c'est-à-dire c'est la sensibilisation. Alors, expliquer aux habitants, pour la plupart qui sont à côté de ce littoral-là, la conséquence que pourrait quand même engendrer le fait que le sable soit extrait, alors d'une manière illégale, ça pourrait avoir des conséquences. On va revenir d'ailleurs sur les dispositifs que vous avez pris notamment pour contrecarrer ce phénomène. Aujourd'hui, quels sont les impacts réels, notamment environnementaux et sociaux, sur les populations, mais également tout au long de ce littoral? Ah oui, les conséquences quand même sont quand même vraiment... les conséquences sont de cette extraction-là. Je crois que ces conséquences sont... quand même, c'est grave. Oui, sont graves pour surtout l'écosystème d'abord, mais également, vous savez, le sable marin fixait l'avancée de la mer d'abord. L'avancée de la mer, et que l'avancée de la mer, vous avez l'impact est direct sur les populations. Alors, autre aspect également, ces sables marins-là, également avec les filaos et autres, permettaient également de jouer un autre rôle sur le plan écosystème, et que on peut dire
l'érosion côtière, c'est là. Alors, les conséquences sont que maintenant, les vents qui partaient de la mer soulevaient cette poussière-là pour les ramener dans les habitations. Également, ça, c'est des conséquences qu'on pouvait noter. Mais également, le fait que, le sable qui fixait également ces arbres, qui avaient également sur le plan de l'écosystème un autre aspect, c'est-à-dire non seulement l'érosion, l'avancée de la mer, parce que le sable fixé permettait quand même de limiter l'avancée de la mer. Et la conséquence, vous le savez, c'est directement, on le vit maintenant à Rufisque. C'est des constats qu'on a vu que la mer a pris beaucoup de mètres, a fait beaucoup d'avancées sur les habitations et que les conséquences sont vécues tous les jours. Et c'est pour cela également l'autorité a légiféré. Vous avez parlé tantôt de la loi 2009, mais je crois que récemment, avec la loi 2018, 15 du 12 novembre 2018, a également corsé cela et que les personnes qui s'aventureraient à extraire de sable pourraient être quand même poursuivis et que des amendes de 500 à 5 millions leur est... Mais est-ce que jusque-là, vous êtes arrivé à ça? Parce que dans le reportage, on voyait à ces femmes qui disaient que c'était une activité, en tout cas, qu'elles faisaient, qui lui permettait, en tout cas, de s'en sortir quotidiennement. Aujourd'hui, est-ce que vous allez vers ces populations pour les sensibiliser un peu par rapport au danger de ce genre de phénomène? Mais c'est cela, en fait, c'est deux mesures que l'État a prises, c'est-à-dire l'une c'est de les dissuader avec la police, avec les eaux et forêts et autres. Mais l'autre aspect, c'est l'aspect sensibilisation, aller vers les populations, leur parler effectivement de ces conséquences-là au cas où ce sable serait extrait, que ces conséquences-là sont directes sur la vie des populations. Je crois que, et pour la plupart, ils sont conscients que le fait d'extraire du sable, de vendre ça, peut-être ça peut te faire nourrir, mais l'autre conséquence est beaucoup plus sérieuse parce que ça, c'est une question de vie ou bien une question de mort. Donc, ce qui fait que, voilà, les gens sont très sensibles et que le travail continue. Également, la sensibilisation, ce n'est pas pour une journée, ce n'est pas pour un mois, c'est pendant tout le temps qu'on continue parce que les mentalités évoluent également, il faut le reconnaître, que les gens maintenant sont conscients qu'ils doivent participer à la protection quand même de l'écosystème. Mais cette brigade, elle est là la journée comme la nuit. Quand on sait que, vous l'avez dit, ces camionneurs ne viennent que la nuit tombée pour extraire ce sable. Oui, vous savez également... Est-ce que la mairie déjà a les moyens? Oui, c'est pas facile déjà. Même l'État, je ne dirais pas la mairie. La mairie, c'est une collectivité. Même l'État n'a pas tous ces moyens-là de mettre derrière chaque citoyen un policier pour veiller sur lui si ce qu'il est en train de faire, il respecte les règlements et lois du pays et autres. La seule façon qu'on peut faire, c'est de dissuader, de mettre les moyens qui ne leur permettent pas d'accéder pour la plupart à la mer. Et là, également au niveau de la ville et comme au niveau de la commune, on avait eu des stratégies de blocage des accès vers la mer. On mettait des barrages qui ne permettaient pas à ces charretiers-là ou bien à ces camionnés, aux conducteurs de camions d'accéder à ce sable marin. Et que voilà, c'est pas facile, parce que également, comme vous l'avez dit, c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain, ils y trouvent leur compte. C'est pourquoi c'est pas facile. À chaque fois qu'on met en place une stratégie, également, ils trouvent vraiment un moyen de contourner ces stratégies-là et d'extraire. Mais je crois que la sensibilisation quand même est un aspect très important et fondamental. Et que je crois que depuis qu'on a quand même tourné vers cela, on a eu quand même des résultats quand même palpables. Aujourd'hui, vous parlez de sensibilisation, mais notamment de ses effets sur ces populations tout au long du pays également. Il faut le souligner. Quel est aujourd'hui le message que vous avez envie de donner à ces populations, mais notamment à ces personnes? Alors, le message qu'ils encourent. Bon, en tout cas, le message ce serait quand même que ces populations-là puissent aider l'État à sauvegarder quand même cet équilibre de la nature, parce qu'il faut le savoir, c'est l'équilibre de la nature qui est menacé, et que ces populations également puissent être conscientes du danger qui les guetterait au cas où ils continueraient
s'aborder à ce métier. Et que voilà. Et quelles sont les sanctions carrément? Oui, les sanctions pécuniaires. Les sanctions pécuniaires, comme alors on dit que ça va de 1 à 3 ans d'emprisonnement ferme et de 500 000 à 5 millions d'amende. Et que ça également, pour la plupart, des fois, c'est pas facile, c'est compliqué d'appliquer ça. Mais alors, je crois que ça peut être également une épée de Damoclès sur la tête des gens, qu'ils sachent que voilà, quand tu fais ça, c'est voilà, ce qu'il faut à payer, c'est ça les conséquences. Et que moi, en tant que Sénégalais, mais en tant qu'également bon Haalpulaar, je privilégie quand même voilà, la médiation, la sensibilisation. Voilà, c'est ça, conscientiser, parce qu'il ne sert rien d'utiliser quand même, de corser quand même les mesures. Mais ce qui est important, je crois, à mon avis, c'est de les conscientiser et que s'ils sachent le danger qui les guette au cas où ils continuent à s'aborder à ce métier, c'est voilà. Je crois que c'est la meilleure manière quand même de procéder. Et nous, quand même, au niveau de Wakhinane Nimzatt, comme au niveau de la ville, on est parvenu à les dissuader. Mais également, on a mis en place, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de stratégies. Et ça a réussi quand même pour le moment. Au grand bonheur des populations. En tout cas, merci à vous, monsieur, je rappelle Mamadou Yahya Ba, vous êtes le président de la commission environnement, assainissement et cadre de vie au niveau de la mairie de Guédiawaye, qui, je rappelle, était notre invité pour ce numéro de Croissance Verte. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris prochainement. En attendant, restez fidèles au programme de Média TV Afrique. Au revoir.